Voilà, bonjour à tous et à toutes. Lundi 24 avril, 9h45. Alors, j'écoute toutes les analyses sur les chaînes qui sont disponibles chez moi en Belgique. Donc sur LCI, sur France 24, sur France 2. Bien entendu, le niveau d'analyse est catastrophiquement bas, prévisible, banal, comme d'habitude, très frustrant. Ce qui me pousse à faire cette vidéo pour expliquer à tous les observateurs de la politique, qu'ils votent ou non. Je rappelle que je suis quelqu'un qui ne vote pas et qui appelle à ne pas voter pour des raisons qui me semblent multiples et évidentes. Mais je suis un observateur attentif au jeu politique afin de comprendre dans le monde dans lequel je vis et les manigances de toutes ces mafias qui participent à chaque élection dite démocratique. Alors, la première chose que je veux expliquer, et qui est la plus importante pour comprendre ce qui se passe, c'est l'analyse que j'ai lue sur qui a voté pour qui. C'est très important parce que, comme je l'ai dit dans d'autres audios, sur d'autres sujets, dans chaque pays, il n'y a plus une mentalité, il y a plusieurs pays dans un même pays. Et la France est complètement dans ce modèle-là. Il y a plusieurs Frances. Et comme il y a plusieurs Frances, il y a toute une série de raisons à l'éparpillement électoral qu'on voit de plus en plus à chaque élection auquel on assiste. Alors, quand on voit qui a voté pour qui, si on veut caricaturer et simplifier, bien entendu, on se rend compte que les gens qu'on peut cataloguer dans la section ouvrier, les gens qui sont victimes de la délocalisation, victimes de la mondialisation, qui sont attaqués de toutes parts. Ils sont attaqués dans leur boulot, ils sont attaqués dans leur milieu de vie, ils sont attaqués dans leurs finances. Ces gens donc sont en panique totale, ils sont dans un désarroi profond. Et ces gens-là, dans une écrasante majorité, je pense 39 à 40%, votent Front National. Pourquoi? Parce qu'ils voient que tout leur monde s'écroule. Et en plus d'être dans la précarité économique et dans le désarroi au niveau de leurs emplois, ils voient, à juste titre, il faut être honnête, un climat d'insécurité, d'envahissement, en tout cas psychologique, de la France par des réfugiés, etc., etc. Et donc, pour toutes ces raisons, ces gens votent en majorité Front National, et dans un deuxième temps pour Mélenchon, c'est-à-dire extrême droite, extrême gauche. Ensuite, il y a les retraités, c'est-à-dire les vieux, la vieille France catholique, qui elle aussi voit un monde sous leurs yeux qui ne comprend pas, Uber, Internet, immigration, frustration de ne pas avoir été entendu dans la marche, le mariage pour tous, contre donc le mariage pour tous, qui eux se sont massivement positionnés derrière leur représentant qui est François Fillon. Ensuite, il y a les cadres, les gens qui lancent des startups très américanisées, les gens qui voyagent, les Français qui vivent à l'étranger, on va dire les Français entre guillemets modernes, qui eux sont alignés derrière un modèle qui leur correspond, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Et pour finir, il y a de plus en plus, on va dire, la vraie gauche, les gens de gauche, avec les anciennes valeurs de la gauche, c'est-à-dire les riches et des mauvais, on va reprendre tout en main, on va les taxer, pouvoir au peuple français, la France insoumise, je vous ai compris, machin, et donc, eux, se sont dirigés vers Jean-Luc Mélenchon. Alors, quand j'ai vu les résultats, on peut dire que les sondages étaient plus ou moins justes, à quelques détails près, me sont venues immédiatement plusieurs réflexions. La première, c'est que il ne faut pas sous-estimer le pouvoir donc médiatique. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans un monde d'idées, nous ne sommes plus dans un monde d'idéologie, nous sommes dans un monde d'exposition médiatique. Plus on est exposé, plus on parle de vous, plus on est mis
à l'avant-scène, dans les débats, dans les magazines, dans les reportages, plus les gens se disent tiens, il a l'air sympa, tiens, il parle bien, tiens, il est jeune, tiens, il a l'air d'être une possibilité de renouveau, etc. Et ça, évidemment, les agents de marketing qui travaillent activement derrière tous les politiciens, les communicants, etc., ne le savent que trop bien. Et ça a été évidemment la carte dans le jeu de Macron et ses troupes qui sont évidemment composées de gens qui connaissent bien ce milieu, Jacques Attali, M. Berger, Alain Minc, Bernard-Henri Lévy, etc., etc. Vous avez compris le style de gens. Et alors, ensuite, quand on fait le bilan global, c'est très important d'avoir une vue d'ensemble pour comprendre les rapports de force. Si on additionne les voix de Benoît Hamon, qui est quand même ce qu'on appelle l'aile gauche du Parti socialiste, avec les voix de Mélenchon, on obtient le premier parti de France. C'est important de comprendre ça. Donc ça veut dire 19% de Mélenchon, j'arrondis, 19% de Mélenchon avec 7% de Benoît Hamon, ça donne 26%, donc devant Macron. Donc c'est très important de comprendre que 26%, je ne compte pas Poutou et compagnie, on va dire plus ou moins un petit 30% au total. Un petit 30% des Français votants, c'est pas négligeable, sont des gens qui sont plus ou moins d'extrême gauche. Ces gens ce matin, lendemain d'élection, ne sont absolument pas représentés, sont complètement écartés. La faute à qui? La faute à l'intransigeance de Mélenchon qui refuse que l'aile gauche du Parti socialiste de trouver des compromis avec eux pour avoir un candidat unique. Résultat des courses, les deux sont écartés et sont mis hors jeu. Ensuite, la droite, si on additionne les voix de Michel, je me perds dans les prénoms, on va dire de M. Fillon avec Dupont-Aignan, on arrive également à plus les divers droites, etc. On arrive à un bon 25%, de nouveau, devant le Front National et devant Macron. À nouveau, les divergences sur l'Europe, principalement, entre Dupont-Aignan et Fillon, ont fait que les deux sont mis hors jeu et ne seront pas du tout présents au deuxième tour. Mais, de nouveau, il y a donc 25% des Français votants. Additionner les deux, ça fait beaucoup. 25 pour la droite, 30 pour la gauche. Donc ça veut dire 55% des Français ne sont absolument pas représentés au deuxième tour. Le Front National, on va dire, le score n'est pas spécialement, comment je vais dire, impressionnant. Je rappelle que Le Pen père en 2002 avait fait, sans faire aucun compromis, puisqu'il était de l'ancienne école, donc du Front National dur, avait fait, si je me rappelle bien, 18%. Sa fille, en faisant plein de compromis sur l'homosexualité, sur les sionistes, etc., etc., arrive à 21,5%. C'est pas franchement historique pour moi, d'après mon analyse. Donc au final, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que Macron et Marine Le Pen arrivent au second tour par défaut, par élimination, par incompétence des autres, par manque d'esprit d'équipe, etc., etc. Et ce qui est quand même très très étonnant, qui n'est pas assez souligné, je pense, dans les médias, c'est que on assiste en fait à la victoire probable et inévitable de Emmanuel Macron de la part d'une personne qui n'a jamais été élue, qui n'a pratiquement aucun historique, autre qu'avoir été le ministre de l'économie de François Hollande. François Hollande tellement décrié, malmené dans les sondages d'opinion. On parle des 5 années les pires dans la gestion de la France. Eh bien, le ministre de l'économie de ce personnage va devenir président de la République française.
Donc un personnage sans histoire, sans idéologie et sans vision claire. Autre que le fait de donner l'image d'un président français très américanisé, c'est-à-dire les startups, la modernité, la liberté d'entreprendre, etc., mais sans faire trop peur, en disant oui mais il ne faut pas aller trop loin, donc en se présentant comme un espèce de centriste. C'est-à-dire que les mécènes, les financiers de Macron ont spéculé sur le fait que le français moyen, le français qui vote, parce qu'il faut comprendre ça aussi, il y a beaucoup de Français qui ne votent pas. Et évidemment, eux, on n'en parle même pas. C'est comme s'ils n'existent pas. Ce sont donc des gens qui ne se retrouvent dans aucun parti et dans aucun politicien français, qui eux, évidemment, sont mis hors jeu. Et ma foi, bon, ils le veulent, donc c'est normal. Mais donc, on parle déjà d'une partie des Français qui votent. Et dans cette partie, on se retrouve donc par élimination avec un jeune gars de 39 ans, issu de la banque Rothschild, financé par toute une série de gens, appuyé par toute une série de gens qui, en général, ont accès aux médias, et tout le monde l'a vu et compris. Macron a été imposé comme le seul candidat moderne, le seul candidat du changement, etc. Et m'est venue à un moment donné une idée, et je pense qu'elle n'est pas si farfelue que ça. Beaucoup de gens vont dire analyse bizarre, etc. Mais connaissant le monde de la politique et du marketing, je sais très bien qu'ils font des montages absolument fous pour arriver à leur fin. Et voilà la conclusion à laquelle je suis arrivé. Si moi je suis socialiste et je vois que François Hollande a des résultats catastrophiques dans les sondages d'opinion, je me dis, si on fait rien, on est foutu. On va se faire éliminer au premier tour, on va subir un vote sanction, et on va donc subir sans doute François Fillon ou Alain Juppé. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qu'ils ont fait, certainement sous les conseils de M. Attali et autres, ils se sont dit, bon, on va lancer un nouveau parti, avec un nouveau nom, on change d'étiquette, hein, je ne m'appelle plus Dash, mais Dixon, un nouveau parti qui s'appelle En Marche. On met à la tête de ce parti quelqu'un qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de casserole, Macron. On tient un discours très consensuel, un peu de gauche, un peu de droite, un peu du centre, très flou. On s'aligne sur un petit peu l'idéologie mondialisée. Pourquoi? Parce que on sent, quand on analyse le Parti socialiste, de nouveau je parle en tant que, si j'étais socialiste moi, on sent que les socialistes, en majorité, ne sont plus vraiment des gens de gauche, ce sont plutôt des centristes de gauche, et les vrais socialistes de gauche, ils votent de toute façon Mélenchon. Ça ne sert à rien de se battre sur ce terrain-là, c'est perdu d'avance. Mélenchon va beaucoup plus loin que nous dans le discours de gauche, donc ça c'est foutu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer Macron avec un nouveau nom, et on va organiser des primaires socialistes. Et s'il y a moyen de faire gagner quelqu'un qui est assez positionné à gauche, mais pas comme Mélenchon, pas à ce point-là, on risque de réussir notre pari. Et c'est ce qui s'est passé. Benoît Hamon, qui représente l'aile gauche du Parti socialiste, a gagné les primaires. Mais la plupart des socialistes qui sont proches de ses idées à lui ont compris à travers les sondages qu'il valait mieux voter pour Mélenchon pour faire avancer les idées de gauche. Donc Hamon, tout en ayant gagné les primaires, puisque de toute façon l'aile centriste des socialistes allait se diriger vers Macron, s'est retrouvé en fait comme un espèce de bouc émissaire sacrifié dans la stratégie des socialistes, qui consistait à dire on lance un élément de gauche qui ne mettra pas en danger Macron et qui affaiblira tout de même Mélenchon, parce qu'il y a des gens qui sont encartés socialistes et qui malgré tout
vont quand même voter socialiste, même si ils sont plus représentés chez Macron ou Mélenchon. Et c'est pour ça qu'Hamon a fait un score extrêmement catastrophique, extrêmement grave pour un grand parti, puisqu'il a eu, si je ne me trompe pas, entre 6 et 7%, ce qui est vraiment un score catastrophique pour les partis socialistes. Mais c'est une catastrophe apparente qui cache en fait une victoire. La victoire, elle consistait à procéder de cette façon. Hamon va affaiblir Mélenchon. Je vous rappelle, encore une fois, que si on additionne Mélenchon avec Hamon, donc des gens assez d'extrême gauche, on arrive à 25%, au-dessus de Macron. On lance Hamon, comme ça, Mélenchon va être affaibli. Il va quand même capter 6, 7, 8, 9% des voix et ça va affaiblir Mélenchon. Pari réussi. 2, on démolit Fillon dans les médias pour le rendre ringard, voleur, catholique, dangereux, rétrograde, moyenâgeux, etc. De façon à ce que l'électorat de droite se sente gêné de voter pour lui en se disant « encore un escroc, encore un voyou, encore un voleur ». Ben, je m'abstiens, ou je vote Marine, ou je vote Dupont-Aignan. Pari réussi, Dupont-Aignan a fait un score historique de 5%, ce qui est énorme pour un petit candidat. Je vous rappelle que les autres ont fait des 1, des 0,8, des 0,3, etc. Donc 5%, c'est énorme pour un petit candidat, comme on dit. Et de nouveau, vous additionnez Dupont-Aignan avec Fillon, vous arrivez à 24, au-dessus de Macron. Donc deuxième pari réussi. Troisième pari, nous allons faire monter la sauce Marine Le Pen. On la met à 30% dans les sondages. Elle est dangereuse. L'Europe va éclater. L'euro va éclater. C'est les nazis. C'est le Troisième Reich. Pari réussi. Les gens qui n'ont pas voté Fillon se sont plutôt rabattus sur Dupont-Aignan ou se sont abstenus. Et très 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 peu, c'est ça la clé de l'histoire, très très peu ont osé voter Marine Le Pen. De nouveau, pari réussi. Et au final, par stratégie et par élimination, eh bien, les socialistes de tendance centriste, dans lesquels on retrouve Emmanuel Valls et toute une série d'autres gens, c'est-à-dire des faux socialistes, cette gauche caviar, islamophobe, laïcarde. Je rappelle que les discours d'Emmanuel Valls n'ont rien à envier à ceux de Fillon ou de Marine Le Pen sur la question de l'islam et des étrangers. Mais ces gens se revendiquent toujours de gauche, parce que voilà, c'est une stratégie. Ils pourraient être chez les Républicains ou dans un autre parti que ça ne choquerait pas du tout. Et donc, c'est une véritable OPA que ces gens ont réalisée sur le PS en lançant le satellite Macron à l'aide des médias, de toute une stratégie qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ils vont avoir leur poulain, leur pion, qui va être président. Alors, le deuxième tour, bien sûr que inévitablement il va gagner, mais le deuxième tour s'avère pour beaucoup de gens une pilule extrêmement amère à avaler. Je rappelle quand même les discours que tout le monde a oubliés, de Fillon qui accusait Macron d'être le satellite de Hollande, et Hollande a appliqué une politique désastreuse pendant 5 ans. Je rappelle, avec Macron comme ministre de l'économie, tout le monde semble avoir oublié, etc. Et donc, malheureusement pour elle, Marine Le Pen est prise dans une éternelle impasse, c'est-à-dire que ce parti d'extrême droite, je rappelle, créé, sponsorisé et modelé par François Mitterrand dans les années 80-90, sert uniquement à saboter la droite à chaque élection. Parce que, évidemment, faites un petit peu les comptes, hein, faisons les comptes. Si on additionne Marine Le Pen, Dupont-Aignan et François Fillon, on obtient presque, pas loin, de 50% des Français votants. Donc 50% des Français votants, éparpillés entre les trois, sont pour une politique de droite dure
islamophobes, voire racistes, etc., etc., et du fait de leur désorganisation et de leur mésentente sur la question de l'Europe, notamment, surtout, subissent un échec et mat à chaque élection. Et le PS, à coup de stratégie, à coup de manipulation, arrive à chaque fois à faire avancer ses pions. Alors, c'est un autre point, moi, qui m'intéresse, c'est d'analyser la question de Macron et de Mélenchon. On remarque que ces gens de gauche, éparpillés entre les deux, là, de nouveau, si on les additionne, 19 plus 23, on arrive à un gros 40%, donc quand même plus Hamon, on arrive aux 50, de nouveau. Donc, Hamon, Mélenchon, Macron, on arrive à 50%. Donc, de nouveau, on se retrouve en fait une droite-gauche divisée, mais 50-50. Dupont-Aignan, Fillon, Marine, 50. Mélenchon, Hamon, Macron, 50, plus ou moins. Mais le problème qu'il y a là, c'est que, comment dirais-je, au niveau de la gauche, il y a une dissociation entre la gauche, la vraie gauche, c'est-à-dire les gens qui sont anti-système, qui sont pour une politique dure au niveau du traitement des riches, etc., qui sont mécontents, qui sont qualifiés d'extrémistes, et des gens de gauche qui utilisent le label de gauche pour faire avancer leurs intérêts, alors qu'ils ne sont pas de gauche. Et ça, c'est ça la carte Macron, et ça me rappelle beaucoup les promesses et les tournures et les postures de Obama, Hillary Clinton en Amérique. C'est-à-dire, on va appliquer une politique qui est toujours la même, mais on va essayer de la rendre sympathique pour gagner les élections. Alors, Obama, c'était ça. On met un métis, qui a un beau sourire, qui est athlétique, qui est un petit peu sympa, etc. Après des années de plomb avec Bush, qui était une espèce de cow-boy mal dégrossi, presque analphabète, etc. On met quelqu'un, voilà. Dans le cas de Macron, moi en tant qu'observateur neutre et extérieur, je suis quand même très étonné de voir à quel point l'incompétence manifeste de Macron a pu être, comment dirais-je, imposée, a réussi à être acceptée par quand même beaucoup de Français. Ça prouve quand même quelque chose d'inquiétant, c'est qu'en fait, le Français moyen et votant n'est plus idéologisé, il est en fait un consommateur. Un consommateur qui achète du Coca, du Nutella, du Google, du Apple, parce que c'est à la mode, parce qu'on le voit partout, parce que ça donne une image de modernité, etc. Mais n'est plus quelqu'un de rationnel ou d'idéologiquement des idées claires. Ils sont en fait des consommateurs dans l'économie, mais également dans la politique. Et ça, de nouveau, félicitations aux agents communicants de cette aile centriste du PS, qui ont compris que Mélenchon faisait peur, que Hamon était un Mélenchon du pauvre et donc ne servirait qu'à affaiblir Mélenchon, et que finalement, donc, par effet de ricochet, par un calcul de billard à 3 bandes, ils allaient pouvoir imposer en fait un agent mondialiste qui est en fait clairement, je veux dire, on ne travaille pas chez Rothschild quand on est quelqu'un de gauche. C'est de nouveau une farce de mauvais goût, mais ça marche, hein, si vous voulez que je vous dise. Mais, oui, génération du buzz, c'est exactement ça. Mais une des raisons aussi qu'on en est là, c'est quand même, malgré tout ce qu'on a pu lire et entendre, moi j'ai bien suivi la campagne. J'ai dit dans un autre audio que manifestement, Marine Le Pen ne veut pas gagner les élections. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Marine Le Pen ne veut pas gagner les élections.
Marine Le Pen veut être très présente aux législatives pour avoir des pions dans toute la France, mais elle ne veut pas être présidente. Croyez-moi, Marine Le Pen ne veut pas être présidente. Pourquoi? On va voir entre les deux tours. Je ne sais pas, mais elle a vraiment manqué d'esprit combatif et d'arguments pourtant faciles à employer pour déstabiliser Macron. Macron est un premier de classe, mal dégrossi, au sourire niais et au regard de type zombie illuminé. Il y avait tout à fait moyen de l'attaquer sur son bilan, sur sa compromission avec Hollande, sur son passé, sur son flou, etc., etc. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce que je pense que Marine Le Pen, contrairement à Mélenchon, puis ils sont tous les deux dans les extrêmes, Marine Le Pen ne souhaite pas vraiment la victoire. Elle essaye, pour le coup, de vraiment manipuler l'insatisfaction du français moyen, tabassé par les délocalisations, l'insécurité, la délinquance, l'islamisation, à tort ou à raison, de la société. Tandis que Mélenchon, il a vraiment un ressentiment envers le PS qui s'est trahi dans ses compromissions et veut véritablement le pouvoir pour appliquer une politique de gauche. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'a pas compris ce calcul du PS et n'a pas accepté la main tendue de Benoît Hamon pour créer un mouvement commun. Je pense qu'à l'avenir, le PS, pour qu'il survive, parce que je vous rappelle que le PS est à 6,3, le PS, pour qu'il survive, va tout simplement devoir s'aligner sur Mélenchon. Donc à mon avis, d'une façon ou d'une autre, Mélenchon va être le futur inspirateur ou dirigeant du futur Parti Socialiste. Et là, ça pourra éventuellement changer les choses, puisque le Parti Socialiste du passé, enfin actuel, a fait un transfert vers En Marche. Et vous allez voir que très certainement, quand il sera président, Macron va s'entourer de toute une série d'anciens socialistes centristes de type Emmanuel Valls et d'autres. Et donc, en fait, ça va être plus ou moins la même sauce qu'à l'époque de Hollande. Les gens vont évidemment être très déçus. Et ce qui est inquiétant, c'est la suite. La suite, c'est que quand les gens vont réaliser qu'ils ont été abusés, trompés, manipulés, en 2022, on risque là d'avoir, parce que vous savez que l'Europe suit les États-Unis, mais avec du retard. Je veux dire, l'élection de Obama en 2008 correspond à l'élection de Macron en 2017. Il y a plus ou moins 10 ans d'écart. Donc, on aura un Trump français en 2022 ou en 2027, parce que l'Europe, la vieille Europe, suit toujours le modèle américain à retardement. En ce moment, nous sommes dans l'illusion Obama en France, personnifiée par Macron, financée par les mêmes personnes, George Soros, Rothschild et compagnie. Les mêmes gens qui ont financé Obama financent Macron. Mais il y a de l'écart parce que la France, l'Europe, dans le sens large, est plus lente, est plus conservatrice, est plus attachée à des modèles anciens. Ça prend plus de temps. En Amérique, on change très vite dans tout. On change vite de voiture, on change vite de travail, on change vite d'habitation. En Europe, on achète sa maison, on y est attaché, on la décore, on fait un petit jardin, on s'attache à un endroit. D'où évidemment le manque de flexibilité au niveau de l'emploi. Les gens ne déménagent pas pour un travail, ils cherchent du travail autour de chez eux. En Amérique, il n'est pas rare d'entendre que des gens déménagent de New Jersey vers Portland, à l'autre bout de l'Amérique, parce qu'ils ont trouvé un travail, $300 mieux payé par mois. Ils vendent leur baraque, ils affrètent un camion de déménagement, ils mettent tout dedans, ils prennent un avion et boum, ils recommencent à zéro à Portland. Ça, c'est la mentalité américaine. Mais ça, c'est pour vous dire l'effet à retardement en Europe. Et donc, exactement, je vois ça exactement de la même façon. Exactement comme Obama a déçu, sauf sur un ou deux points, où il a plus ou moins fait ce qu'il a dit, tout le reste c'était du blanc bonnet et bonnet blanc. Eh bien, la France va découvrir que ce mouvement En Marche avec Macron est évidemment une supercherie, est un écran de fumée, et il risque, aux prochaines élections, si pas la prochaine, celle d'après, mais enfin, je pense quand même que
en 2022 les choses seront suffisamment graves, risque là de prendre vraiment une décision radicale et d'élire quelqu'un qui va vraiment être extrêmement dur, soit dans l'extrême gauche ou l'extrême droite. Personnellement, j'ai des doutes que Marine Le Pen ait les capacités d'y arriver, tout simplement parce que quand on l'observe et qu'on est un peu, comment je veux dire, observateur de la nature humaine, elle ne s'est pas cachée que c'est quand même une petite gosse de riche, qu'elle fait semblant, que elle n'est pas, on voit qu'elle n'a pas son âme dans le discours. Ça se sent. Ça se sent, c'est d'ailleurs pour ça que malgré toutes ces compromissions, elle n'arrive pas à percer. Je veux dire, les médias ont gonflé Marine Le Pen. Elle sera au deuxième tour, résultat historique pour le FN, machin. Moi, je vois que là où son père a fait 18, elle a fait 21,5. Bon, donc je ne suis pas très impressionné. Au deuxième tour, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, une partie des gens qui ont voté Dupont-Aignan et François Fillon, on peut dire la moitié, bon, on va dire la moitié, bon, on verra. C'est-à-dire donc 12 à 13% vont se rabattre sur elle. Ça va nous amener à 35. Et peut-être 5% d'abstention qui veulent absolument pas voir Macron, et qui comprennent la supercherie, vont se joindre à elle. Donc à tout casser, Marine Le Pen va faire 40%. Et on va se retrouver dans 2 semaines avec Macron à la Rotonde, le nouveau Fouquet's, avec tous ses copains, Attali, Minc et compagnie, qui vont boire du champagne. Et tout ça est un scénario cousu de fil blanc, extrêmement prévisible. Mais la suite sera extrêmement douloureuse. Parce qu'évidemment, on peut pas masquer de mauvaises odeurs sans cesse avec du parfum. À un moment donné, la bouteille est vide et là, la réalité arrive aux narines de chacun. Mais la question maintenant, c'est, voilà les constats. Nous sommes dans les constats. Bon. Je sais aussi, je voudrais faire une petite parenthèse quand même par rapport à Asselineau. Les gens qui votent Asselineau n'ont pas l'air de comprendre une chose très importante pourtant. Ils sont très déçus aujourd'hui, puisque je pense qu'ils ne dépassent pas le pourcent. Mais Asselineau, comme je l'ai dit, est peut-être quelqu'un, je ne sais pas parce que je n'ai pas été dans les détails, parce que ça ne m'intéresse pas, je veux dire, je ne vote pas, donc je ne suis pas un fanatique d'analyse des programmes. Je sais très bien à l'avance que les marchés s'imposent d'une façon ou d'une autre. Asselineau, ce que ses fans, entre guillemets, n'ont pas tenu en compte, c'est il n'a aucun charisme. C'est un fonctionnaire vieillissant, très technique, très froid, qui prend des positions parfois limite complotistes, donc effrayantes, puisque les gens n'ont pas envie. C'est quelque chose que les complotistes ne comprennent pas. Les complotistes, beaucoup de gens sont réfractaires et se moquent d'eux parce que les gens, pour leur... comment on appelle ça? Les gens, pour ne pas souffrir dans leur zone de confort, ne veulent pas sentir qu'ils vivent dans un environnement de type mafieux. C'est très... Je vais dire... je prends un exemple. Mettez-vous à la place de tous les Américains qui envoient un enfant dans l'armée, qui combat en Irak, en Afghanistan. Il revient dans une boîte en carton avec un drapeau, on siffle les trompettes et on tire en l'air, etc. Tous les sportifs américains, avant chaque match, on chante l'hymne national, etc. Ces gens ne peuvent pas psychologiquement accepter que certains politiciens, certains lobbies mafieux puissent leur vouloir du mal, puisqu'ils meurent pour eux, ils votent pour eux, ils payent des impôts pour eux. Ils placent leurs espoirs en eux. C'est pas possible. Donc, il faut comprendre qu'à un moment donné, les complotistes qui ont raison ou tort, c'est un autre débat, ça dépend de quoi on parle. Les complotistes font peur. D'abord, ils agacent ceux qui font des complots, puisqu'ils disent taisez-vous, laissez-nous faire nos affaires.
Et ceux qui ne sont pas dans les complots ont peur. Ils disent, ouais, mais alors quoi? Alors on fait quoi si tout est manipulé, si tout est contre nous, si tout est téléguidé? Alors on est impuissant, donc on est des esclaves modernes. Et donc les gens sont mal à l'aise avec cette idée de complot. Il faut comprendre ça. Donc en plus de ne pas avoir de charisme, d'être froid, à l'inverse de Mélenchon par exemple, qui est une crapule finie, mais très à droite, qui sait très bien palabrer, etc. Asselineau, bon, vient comme un fonctionnaire, déballer ses trucs, balance deux, trois idées inquiétantes, et finalement, à part quelques intellectuels ou de gens très politisés ou qui lisent beaucoup, ben vous voyez la proportion, c'est 1% des Français. Donc, c'est pas étonnant, c'est-à-dire, voilà, les Français veulent un produit de marketing. Si moi je viens demain avec un téléphone portable ultra, ultra innovant et en avance sur son temps, je vais devoir affronter le manque d'image. Il faut une image, la pomme, le truc. L'image, ça fait beaucoup dans le monde dans lequel on vit. Les gens qui achètent une Porsche ou une Ferrari, ils l'achètent pour la marque. Ils ne l'achètent pas spécialement pour le produit. La plupart d'entre eux ne vont pas rouler à 300 km/h. Ils sont parfois même, ils roulent en ville, mais ils achètent une image. Et ici, Macron, c'est l'image d'une France américanisée, une France de l'Internet, une France de Uber, une France des start-up. Et cette France-là veut un président qui leur ressemble. Quand ces gens-là, ces cadres, ces gens des grandes villes, Bordeaux, Toulouse, Paris, Nantes, Lyon, qui lancent des entreprises, etc., ils ne se reconnaissent pas. Ils ne se reconnaissent pas ni dans le vieux Mélenchon, ni dans l'inquiétante Marine, ni dans Fillon, le voleur. Mélenchon et Fillon sont deux vieux, et Marine est la fille de Le Pen, etc. Et puis alors voilà, par défaut, de nouveau, il reste Macron. Jeune, souriant, moderne, avec un discours rassurant, parce que ce que les Français qui souffrent ne comprennent pas, et je parle de qui quand je parle des Français qui souffrent, ben vous additionnez Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Mélenchon et Hamon, on arrive, si je fais un rapide calcul comme ça, on arrive à plus de 60% des Français. Il y a 60%, il faut comprendre ça, hein, il y a 60% des Français qui sont dans un rejet profond de ce qui se passe. Enfin, je fais le calcul avec vous. 5% Dupont-Aignan, 7% Hamon, on est à 12. 21% Marine Le Pen, on est à 33. Et on va dire 19% Mélenchon, on est à 51, plus tous les petits partis, Poutou, machin, truc, etc. On arrive à une majorité de votants, donc de Français, qui ont voté pour des gens qui disent ça va pas, il faut tout changer. Et pourtant, on va se retrouver avec un président qui dit tout va bien, restons dans l'Europe, suivons l'Allemagne, suivons l'OTAN, suivons les Nations Unies, suivons l'Amérique, et tout continue comme toujours, mais on change l'emballage. Et donc vous comprenez à quel point ce pari, ce complot est extrêmement dangereux à moyen long terme. Parce que tous ces gens, je ne parle même pas des abstentionnistes, hein, qui sont encore plus insatisfaits, encore plus dégoûtés, donc faites les comptes, je ne sais pas combien on arrive, 70% des Français en âge de voter se retrouvent totalement exclus de ce qui se passe. Totalement exclus. Et là, les gens vont s'étonner et vont dire ah, il y a la France des villes, la France rurale, les banlieues, ça va mal, on ne croit plus en la politique, l'extrême droite a monté, etc., etc. Franchement, je vais vous dire une chose, et je rappelle que je ne vote pas et que je suis absolument pas d'extrême droite, mais franchement, je peux vous assurer que si moi et d'autres, je ne vais pas dire moi pour dire moi et d'autres,
j'étais en politique et que je devais prendre les rênes du Front National, avec tout ce qu'il y a moyen de faire et de dire, je ferais un massacre au niveau électoral. Je dis, c'est bon que ce parti, en France et ailleurs d'ailleurs, en Belgique c'est encore pire, il n'existe pas. Ce sont malheureusement pour eux, ils sont, comment je vais dire, représentés par des gens totalement incompétents, totalement maladroits, totalement acculturés, qui se contentent de dire des banalités d'une manière très maladroite. Le jour, franchement, le jour où quelqu'un de raffiné, de fin psychologiquement, avec de la culture générale, avec de l'éloquence, avec le sens de la répartie dans les débats, va prendre en main le Front National, ça va être une véritable boucherie. Ici, c'est manifestement, je veux dire, s'il n'y avait pas les gaffes monumentales de Le Pen père et l'incompétence de Marine Le Pen, d'ailleurs, je pense qu'il va se passer des choses après le deuxième tour. Je pense que Marion Maréchal Le Pen va essayer de dégager sa vieille tante. Il va se passer des trucs. Parce que manifestement, au Front National aussi, il y a plusieurs Fronts Nationaux. Il y a les gens qui sont au Front National pour des questions économiques, et des gens qui sont au Front National pour des questions raciales, et des gens qui sont au Front National pour une question de préservation de leur richesse et de leur statut et de leur sécurité. Il y a toutes sortes de gens qui votent Front National. Un vieux retraité riche de Nice ne vote pas Front National pour les mêmes raisons qu'un ouvrier désœuvré du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, c'est compliqué tout ça. Et j'ai toujours dit, heureusement que les partis extrémistes ne sont pas dirigés par des gens malins. Je veux dire, quand on voit M. Philippot, Mme Le Pen, M. Collard, c'est à un niveau lamentablement bas. Je peux vous assurer que si on avait un type du genre Soral ou Laurent Ozon à la tête du Front National, le Front National est immédiatement au-dessus de 30%. Mais voilà, le problème c'est qu'il y a des partis, il y a des clans, c'est une mafia. Et dans une mafia, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas participer aux élections ou pour des raisons religieuses, idéologiques, ou pour des raisons tout simplement de lucidité, de clairvoyance par rapport à comment ça fonctionne. La politique est une mafia, avec des clans. Le clan Sarkozy, le clan Fillon, le clan Juppé, le clan Marion Maréchal Le Pen, le clan Marine Le Pen, le clan, je ne sais plus son nom, enfin l'ancien bras droit de Le Pen père. Il y a des clans, il y a des guerres intestines, il y a des guerres entre courants dans chaque parti. Et toutes ces guerres et toutes ces manipulations ont mené à ce à quoi on est aujourd'hui. Un inconnu de 39 ans qui vient de chez Rothschild, financé par Soros, qui va se retrouver président de la République sans programme, sans histoire, sans conviction, sans perspective. Autre que, il faut moderniser la France, il faut vivre avec son temps, il faut libérer le travail, il ne faut pas être trop raciste, mais quand même, voilà, bon, en gros. Et donc, à l'image de l'époque dans laquelle on vit, ce que j'appelle le misérabilisme intellectuel, on a tout simplement ce qu'on mérite, parce qu'évidemment, enfin en tout cas moi, entre les idiots, entre les voleurs, entre les vicieux, entre les pervers, entre les manipulateurs, entre les incompétents et entre les utopistes, je ne me sens absolument pas représenté dans n'importe quelle élection, dans n'importe quel pays, par quelqu'un. Regardez même à l'étranger, le niveau est extrêmement bas. Parce que les gens intelligents, les gens cultivés, savent comment ça fonctionne et savent qu'ils n'ont aucune chance. Je prends un exemple récent. Nicolas Hulot, qui est quand même une personnalité française très aimée et très respectée, a fait la douloureuse expérience de comprendre que le parti écologiste préférait s'aligner derrière une vieille danoise incompétente avec ses lunettes rouges ou derrière un vieux pédophile gueulard et mal éduqué de Cohn-Bendit plutôt que derrière lui.
Parce qu'il y a des appareils, il y a des groupements, il y a des mafias. Tous ces gens, ils ont leurs connexions, ils ont leurs copains, ils ont leurs tuyaux. Et vous arrivez là comme un innocent avec vos belles idées. Même si les Français vous aiment, ces gens vont vous casser. Ces gens vont vous liquider. C'est comme ça. Et malheureusement, je déplore, hein, peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas étudié le cas en détail. Je sais que beaucoup de gens l'admirent et placent des espoirs dans Asselineau. Mais il est absolument utopique de penser qu'on peut imposer un intellectuel qui soulève des complots sans charisme, sans aura, sans chaleur humaine, sans avoir des talents d'orateur. Il suffit d'analyser la campagne de Mélenchon ou d'Asselineau pour comprendre. Asselineau ne parle pas devant des grandes assemblées, place de la République, il parle dans des bureaux, dans des débats entre intellectuels, il se fait inviter à la télé, il se fait un peu humilier, vous êtes un peu complotiste. Et au final, les gens, soit ils sont pas charmés, soit ils sont pas convaincus, soit ils ont peur, et restent autour de lui qu'une espèce de secte composée de moins d'1% des votants, qui se disent, voilà, même s'il a aucune chance, on est avec lui. C'est compliqué la politique. C'est compliqué parce que c'est ça le vice de la démocratie. La démocratie, comme je l'ai dit dans un autre audio, c'est le règne et la dominance je ne sais plus le mot que j'ai employé, enfin bref, c'est le règne des ignorants. Puisque, c'est mathématique, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui s'implique, quelqu'un qui s'informe, sa voix a le même poids que quelqu'un qui va volter au hasard. Ah, il a une belle tête, allez. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Ça veut dire en fait que à chaque élection, la masse inculte, ignorante, nourrie à touche pas à mon poste, Nabila et autres, vote pour ce qu'on lui a dit de voter. Ah, Macron, voilà. C'est nouveau, on va voir, on va goûter une nouvelle marque de biscuits. J'en ai marre des petits princes et des lus. Je vais acheter celui-là, il est nouveau. Voilà. C'est du marketing. Mais ça marche. Ça marche parce que les gens, l'éducation baisse, le niveau baisse de plus en plus. Et les gens, tout simplement, sont le fruit de leur époque. Et ceux qui l'ont bien compris, c'est ceux qui conseillent Macron, qui écrivent ses discours, qui élaborent sa stratégie politique. Et maintenant, vous avez tous les gens qui vont devoir s'aligner derrière ce type pour faire le front républicain contre la nazie Marine Le Pen. Et voilà. Il est grand temps, en tout cas, que pour ceux qui s'impliquent en politique et qui y croient, ce qui n'est pas mon cas, il est grand temps de créer un parti ou de mettre à la tête d'un parti des gens qui savent parler, qui ont du charisme et qui savent, malgré tout, plaire à la masse populaire. Si vous avez du mépris, je m'excuse, quand Asselineau parle, il ne séduit pas la masse populaire. Il n'est pas audible par l'ouvrier qui a perdu son boulot. Il n'est pas audible par celui qui veut se sentir compris, aimé et considéré. Il n'est pas audible. Il est audible par un cercle de complotistes très informés, très éduqués, très intellectualisés, et donc ultra minoritaires. C'est ça la démocratie. C'est le règne, c'est la dominance, c'est la dictature des ignorants. Et si on ne comprend pas ça quand on veut faire de la politique, on perd son temps. On perd son temps. Il faut bien sûr avoir un discours intelligent, être crédible, ne pas faire de gaffes, savoir répondre dans des débats télévisés, mais il faut surtout savoir séduire la masse. Parce que si vous ne savez pas séduire la masse, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, vous serez mis échec et mat à chaque coup. La masse fait le poids. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas le règne de l'intelligence, ce n'est pas le règne de la vérité, ce n'est pas le règne de la compétence, c'est le règne de la séduction de base, je veux dire. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais demain vous mettez Zidane, bon, peut-être pas parce qu'il est d'origine étrangère, mais on va dire du genre Zidane à la tête d'un parti, même si c'est un con fini, si on lui écrit ses discours, il va faire beaucoup plus de voix qu'un type intelligent. Parce qu'on le connaît, on l'a vu à la télé, il nous a donné des émotions,
il a fait revivre la France avec ses Gaules, etc. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous aurez même les quartiers qui vont aller voter. Ah, Yazida, Yazizou, il se présente, allez, je vais voter cette fois-ci. Parce que le gars, il se sent représenté. Il y a un gars qui me ressemble, là, qui se présente à l'élection. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà pourquoi il faut placer aucun espoir, aucune implication dans le système démocratique. Parce que par définition, c'est un système biaisé et manipulé, soit par la notoriété sans la compétence, soit par la compétence, mais qui ne séduit pas. Et voilà, parlons, allez, soyons concrets. Quand on voit tous ceux qui sont présentés aux élections, franchement, moi je les ai écoutés, je les ai bien entendus, qui a un certain niveau intellectuel dans cette affaire, un certain niveau. Macron, non. Fillon, non. Marine, non. Mélenchon, dans son genre, c'est-à-dire l'historique de la gauche, dans son secteur, il a un certain niveau. Ça, c'est vrai. Hamon, pathétique. On dirait un enfant avec des oreilles décollées. Les riches, c'est pas bien, il faut défendre les pauvres. Enfin, c'est risible. C'est risible. Il y a Dupont-Aignan, oui, il a un certain niveau. Il y a Asselineau. Poutou, c'est un clown, n'en parlons pas. La femme de lutte ouvrière, on dirait une caissière qui dit j'ai peur de perdre mon travail. Enfin, bref. Donc, au final, on se retrouve avec quoi? Avec Dupont-Aignan, avec Mélenchon d'une certaine façon, et Asselineau. Et tout le reste, en fait, ce sont ou la fille du père, ou, je veux dire, Fillon. Analysons Fillon. C'est un gars qui est coincé, qui est froid, qui n'a pas de charisme, qui tient des discours suivant l'air du temps, un peu au centre, et puis quand on voit que les gens veulent de l'islamophobie, on sort un bouquin sur l'islam, et puis on fait le défenseur des chrétiens. Donc un gars opportuniste, mafieux, on l'a vu, il va sans doute maintenant être poursuivi par les juges. Donc simplement un petit aristo mal dégrossi, qui est un petit peu opportuniste, et qui défend sa tribu, point, sans plus. Macron n'a rien d'un intellectuel. C'est simplement la génération Internet, simpliste, avec un sourire niais, béat, etc. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils sortent de tout ça? Puisque ceux qui sont intellectualisés, soit ils font peur, soit on ne les comprend pas, soit ils ne séduisent pas. Parce que, voilà, les gens, vous savez, les gens sont mobilisés par des émotions simples. L'Europe me fait souffrir. C'est exactement comme la femme qui... mon mari me bat, je souffre, mais qu'est-ce que je vais faire sans mon mari? Vous comprenez? Je répète, hein. Mon mari me bat, il boit, il me frappe, je souffre, mais j'ai peur d'être sans mon mari. C'est lui qui paye le loyer, les enfants, je vais devenir quoi sans lui? C'est exactement ça. L'Europe me maltraite. L'Europe des technocrates, j'en ai marre. Depuis qu'il y a l'euro, il y a de l'inflation. Ça va mal, ça pète en Grèce, le chômage en Espagne, en Italie, machin. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans l'Europe? On va se faire bouffer tout cru par la Chine et l'Amérique. Donc conservons cette Europe, qui est en fait une Europe qui est au service des intérêts de l'Allemagne. Et tous les autres souffrent pour que l'Allemagne se maintienne. C'est ça l'Europe. Tout simplement. Pour que l'Allemagne puisse garder la tête haute face au Japon, face à la Chine et l'Amérique, tous les autres pays d'Europe doivent se sacrifier. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, quand on vous dit, mais sans l'Europe tu vas mourir, mais sans l'Europe tu vas souffrir, et le parallèle que je fais, oh mais ma fille, sans ton mari tu vas devenir quoi? T'as pas de diplôme, t'as pas d'expérience. Il te frappe, il boit, il te maltraite. Pardonne-lui, patiente, ça va peut-être passer. C'est le même système. C'est le même système. Souffre, subis, et attention au changement. Tu pourrais être perdu. Ce qui n'est pas faux. C'est-à-dire que tout travail de libération dans la vie, tout travail de reprise en main de son destin, passe par une période d'incertitude, de transition, qui n'est pas toujours facile. Et c'est exactement ce qu'on vit. Maintenant, je reprends
un discours par rapport à la communauté musulmane, puisque je suis musulman. C'est exactement ce qui se passe au niveau de l'islam. Les gens, pour construire des mosquées, pour espérer ne pas subir trop d'islamophobie, et pour, comment je vais dire, avoir de l'espoir dans l'avenir, sont prêts à toutes les compromissions, à toutes les trahisons, parce qu'ils ont peur des épreuves, ils ont peur du changement, ils ont peur de la stigmatisation, et ça les pousse à transgresser toutes les limites. L'interdiction du crédit bancaire, l'interdiction d'aller voter, etc., etc. Parce que c'est la peur, la peur, la peur, la peur. La peur fait accepter aux gens tout et n'importe quoi, même des choses improbables. Je répète, la mafia politique peut être bien contente. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont là et invités à la télévision. Si Marine Le Pen était vraiment compétente, vraiment dangereuse, elle serait, comme son père, diabolisée, ignorée, on sortirait des dossiers sur elle, etc. On le voit bien, dès qu'un politicien qui ne convient pas dérange, on sort des dossiers. Ah, il a donné un travail à sa femme. Ah, on a trouvé des images avec une maîtresse. Ah, des SK, trucs, la servante dans l'hôtel. C'est fini. Donc, vous croyez que c'est un hasard tout ça? Tout ça est voulu, planifié, organisé pour amener au pouvoir des gens qui vont permettre à ce que ces groupes mafieux continuent leurs petites affaires. Et voilà pourquoi je me tue, je m'efforce de répéter à longueur d'élection qu'il ne faut pas participer à cette mascarade, parce que de toute façon, s'il y a un gars honnête et intelligent dans la bande, il sera marginalisé, moqué et mis de côté. C'est tout. Donc on perd son temps. On perd son temps, on perd des espoirs. Je ne compte plus le nombre d'élections où j'ai vu des gens, Ségolène, Sauve-nous, François Hollande, l'ami des étrangers, Sarkozy fait le ménage au Karcher, les banlieues. Ségolène n'a rien sauvé du tout. François Hollande a fait couler la France. Et Sarkozy n'a pas passé le Karcher nulle part. Au contraire, il a reçu les fonds de Libye et du Qatar. Et il a promotionné l'UOIF et compagnie. Voilà. Nous avons affaire à des manipulateurs, à des menteurs, à des gens qui jouent sur les peurs et les espoirs des gens pour s'enrichir et protéger leur tribu. Et puis quand ça va mal, voilà, Hollande. Tout le monde me dit, ah, le pauvre Hollande. Hollande, il va très bien. Son pion Macron va être président. Il se retire avec sans doute une énorme pension, avec sa petite copine Gaillet, et il va aller jouer au golf à Saint-Barthélemy. Puis il reviendra dans 5 ans, les gens auront oublié, et puis on est reparti pour un tour. C'est comme ça que ça fonctionne. Regardez Sarkozy. Tout le monde a dit Sarkozy, 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 salaud, machin, le fou. Ben Sarkozy, je ne serais pas du tout étonné qu'il va bientôt arriver pour reprendre le parti, les Républicains en main. Et on est reparti pour un tour. Parce que en dehors de lui, il n'y a personne. Le niveau est tellement bas. Copé, il fait pitié. Qui d'autre? Personne. Il n'y a que des vieux ou il n'y a que des incompétents. Donc on garde celui qui parle le mieux, l'avocat Sarkozy, comme l'avocate Marine Le Pen, et comme l'agent de Rothschild, Macron et compagnie. Mélenchon, le tribun, voilà. Des gens qui parlent pour ne rien dire, des gens qui endorment, qui font des fausses promesses, et qui, quand ils sont un peu honnêtes ou un peu sincères, sont immédiatement mis hors jeu. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais m'arrêter ici, je pense avoir fait le tour de la question. Il n'y a aucun suspense pour le deuxième tour. Marine Le Pen est beaucoup plus intéressée par les législatives du mois de juin que par la présidentielle, qu'elle ne veut surtout pas gagner. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle va durcir son discours, elle va bomber le torse de façon à ramasser 35 à 40% des voix, mais renforcer son électorat d'extrême droite pour les législatives. Voilà, malheureusement, qui comprend tout ça, qui analyse tout ça? Pas grand monde, les médias n'aident pas, et voilà pourquoi on en est là. Bon courage à tous et à toutes, et la seule chose à faire, c'est s'occuper de ses proches, s'occuper de soi, et d'essayer de
préserver son âme de toutes ces impuretés, quel que soit leur label ou leurs étiquettes. Passez une très bonne journée. Merci à vous.